J'en viens au quatrième sujet de cette émission qui en a 7. Écoutez, désormais, la Confédération des États du Sahel possède son passeport. Saluons les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Désormais, les citoyens de l'Alliance des États du Sahel, détiennent un passeport frappé Alliance des États du Sahel. Selon les dispositions officielles qui ont été publiées, ceux qui détiennent un passeport CEDEAO encore en vigueur peuvent le conserver, tout comme ils peuvent déjà aller l'échanger contre un passeport AES. Ceux qui ne possèdent pas encore de passeport peuvent déjà se faire établir un passeport de l'AES. Donc un passeport qui leur donne tout naturellement accès à 3 pays, mais ça c'est déjà le cas par les accords, mais un passeport qui leur donne un statut de citoyen d'une grande puissance africaine. La puissance est bien de l'Alliance des États du Sahel. Alors pour moi, quelle est la portée de cette décision? Cette décision prouve que les dirigeants de l'AES, la Confédération des États du Sahel, ont le pouvoir de produire des objets symboliques durables et solennels. Cette décision prouve que les dirigeants de l'AES ont un pouvoir d'institution, de création, d'objets symboliques durables, potentiellement immortels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en fait, l'AES est en train de nous donner un entraînement, c'est un échauffement avant la sortie du CFA. Là, c'est la sortie du passeport CEDEAO. L'AES montre que qui peut le moins peut essayer le plus. Si nous sommes capables de sortir harmonieusement du passeport CEDEAO, mais nous serons capables de sortir aussi harmonieusement de la monnaie CFA. Donc en fait, je pense que cette sortie du passeport AES est la preuve que l'AES sera capable de battre sa propre monnaie. L'AES veut montrer que nous avons la capacité de produire les instruments symboliques de notre identité nouvelle. Nous avons la capacité de créer des objets symboliques nouveaux et fiables. Nous avons la capacité de battre monnaie. Je vous invite à noter que l'exercice de changement de passeport est un exercice préparatoire à l'exercice de changement de monnaie. Vous serez assis, comme nous sommes assis, un jour comme ça, dans les jours à venir, et vous entendrez un calendrier de passage à une nouvelle monnaie. Avec un rituel permettant à chacun de préserver son épargne en CFA, de la sauvegarder dans la nouvelle monnaie sahélienne. Ça va se passer aussi calmement que va se passer la transition de passeport. Ça va se passer comme on dit chez nous. Là où les gens pensent que ça va se passer comme ça va se passer avec des chaos, ça va se passer avec des turbulences. Non, non, non. Ce qu'ils sont en train de montrer, c'est leur capacité à changer la vie des Sahéliens, mais d'une manière maîtrisée, sans cafouillage. À changer la vie des Sahéliens sans bafouiller. À changer la vie des Sahéliens sans heurts ni anicroche. Et c'est ce que je voulais souligner en saluant l'avènement du nouveau passeport sahélien. Que ce passeport est en fait l'annonciateur. Ce passeport est comme le signe prophétique de l'arrivée imminente de la monnaie Sahel. Le passeport là, c'est déjà en fait la monnaie Sahel. C'est le signe précurseur de la monnaie Sahel. Cette mutation des passeports est un exercice de préparation à la mutation monétaire. La mutation monétaire sera très calme. Si vous avez un compte bancaire, vous direz combien vous avez dans votre compte bancaire et on vous dira ce que vous avez en équivalent en monnaie sahélienne. Du jour au lendemain, ce sera ça. Tranquillement, tranquille. Oh, tu avais 1 million, mettons, de CFA dans ton compte bancaire. On te dit la parité du CFA par rapport à la monnaie Sahel, par rapport au Sahel, la parité du CFA c'est de 1 à 1. Bon, ok. Donc tu as 1 million de Sahel. Ou on peut dire que le Sahel, on en baisse astucieusement le taux par rapport au CFA. Eh bien, ok, dans ce cas-là, tu as 2 millions de Sahel pour 1 million de CFA pour commencer. Les économistes vont calculer ça calmement et les gens ne vont pas être spoliés. Regardez bien comment, si vous avez un passeport avec la mention CEDEAO et que ce passeport soit encore valable dans l'AES, eh bien, vous continuez à circuler, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on passe du passeport CEDEAO au passeport AES d'une manière fluide. Et on vous dit, vous pouvez, même si votre passeport est encore valable, vous pouvez déjà aller le changer en passeport AES. Vous pouvez le changer. Tout comme vous pouvez l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit expiré. Et à ce moment, vous faites un passeport AES. Donc en fait, on vous donne une méthodologie pour passer d'un monde à un autre, sans accident. C'est cette méthodologie qui va s'appliquer lorsque nous allons sortir du franc CFA pour aller vers le Sahel. Écrivez ça. Écrivez ça. Les dirigeants sahéliens sont des sages. Ils sont bien conseillés, ils sont bien instruits, ils sont bien avisés. Vive le nouveau passeport Sahel, symbole de la dignité retrouvée de l'Afrique. Vive les mutations monétaires imminentes qui se préparent à travers ces exercices symboliques d'institutions nouvelles. Vive les Africaines et les Africains qui ont retrouvé confiance en eux-mêmes, en elles-mêmes, et qui ne sont plus dans ce pessimisme inspiré de l'évolutionnisme colonial et qui enseignait que quand c'est nous, ça peut attendre, ça peut se faire petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non, là, il s'agit de construire l'Afrique en grand. Il s'agit de réaliser les aspirations des peuples africains. Il s'agit de marcher à pas certes assuré, mais à pas de géant, courageusement, affronter le futur. Voilà ce que je voulais dire ici. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je verrai la couleur de ce beau passeport dans les prochains jours. Changez bien vos passeports et préparez-vous à changer votre monnaie. Et Amewa. Ah oui, mais vous avez compris, non? Alors, mes chers amis, nous ne sommes pas loin de la fin de cette émission. J'aborde un 5e sujet. C'est la commission sur les crimes de guerre de la France au Cameroun, les crimes coloniaux de la France au Cameroun, la commission politico-historienne qui a été mise en place par les gouvernements Macron et Biya, et dont le rapport a été rendu cette semaine au palais de l'Élysée au président français Emmanuel Macron. Alors, je voudrais m'offusquer de 2 choses dans ce que j'ai vu. Premièrement, je m'offusque du fait que le rapport que la commission a rendu au président Macron ne soit pas un rapport public. Pourquoi c'est pas public? Pourquoi ce rapport ne peut pas être soumis à la discussion de l'opinion scientifique et politique? Écoutez, on parle des crimes de guerre qui ont été perpétrés par l'armée française au Cameroun. Mais quelle est la première victime de ces crimes de guerre? Mais c'est le peuple camerounais. On met en place une commission politico-scientifique qui travaille sur ces crimes de guerre. On remet le rapport à Biya, on remet le rapport à Macron. Mais est le peuple camerounais qui a été victime? Il lit le rapport quand? Parce que c'est lui la principale victime, c'est lui le principal concerné. Donc je commence d'abord par m'insurger par la confidentialité du rapport. Pourquoi ce rapport est-il confidentiel? Pourquoi veut-on en plein 21e siècle continuer à cacher les vérités qu'on a glanées, ça et là, sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité de l'armée coloniale française au Cameroun? Pourquoi ce rapport est-il confidentiel? C'est insupportable. Et c'est une insulte de plus à ceux qui ont été victimes de ce génocide, de cette déportation, de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point qui est tout aussi choquant. Et je voulais ici m'insurger et m'indigner contre cela.
Le régime politique qui est au pouvoir au Cameroun, le régime de Paul Biya, qui est héritier du régime d'Aïdjo, ce sont deux régimes qui sont issus du colonialisme français. Ce sont des régimes qui ont été imposés au peuple camerounais par la guerre coloniale française. Et par conséquent, ces régimes sont les moins bien placés pour avoir un point de vue objectif sur les crimes que les dirigeants de ces régimes ont commis contre le peuple camerounais en association avec leurs maîtres coloniaux français. Aïdjo, comme vous voyez là, c'est un agent français comme Biya dans la période coloniale. Ce sont des gens qui ont accompagné la répression coloniale française contre le peuple camerounais. Entre 1955 et 1971, Aïdjo et Paul Biya appartenaient au bloc colonial français. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie de ces Africains opposés au peuple camerounais et qui étaient opposés à l'aspiration du peuple camerounais à une indépendance totale. Biya, comme vous voyez là, était opposé à cela. Il fait partie du bloc évolutionniste colonial. Aïdjo, dont vous avez entendu parler, Camerounais Peul, décédé et enterré à Dakar, premier président de cette république bananière. Amadou Aïdjo est un pur produit du colonialisme français. Il a été imposé à la tête du Cameroun par le colon français. Et il a été imposé parce que Aïdjo était opposé à l'indépendance totale du Cameroun. Ce sont eux, Aïdjo et Biya là, c'est cette élite-là qui a signé les accords de coopération, les accords de soumission. Et cela a été fait sur la base d'un deal qui voulait qu'on assassine tout le leadership authentiquement indépendantiste et souverainiste camerounais. Ils sont complices de ceux qui ont tué. Des forces coloniales françaises qui ont tué Oumiobe, qui ont tué Moumié, qui ont tué Osende Afana, qui ont tué jusqu'à Wandi. C'est une association de néocolonisés camerounais et de néocolons et de colons français qui a produit la guerre génocidaire du Cameroun. Voilà la vérité. Or, M. Mvondo Ayolo dirige une commission pour aller remettre à M. Macron, président de la République française, un rapport. Or, Mvondo Ayolo, c'est un membre du régime complice de très longue date du colonialisme français contre le peuple camerounais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un rapport qui finalement aura été écrit entre colons et colonisés volontaires. C'est un rapport coécrit entre le bord colonial, représenté par les autorités de la République, bref, les représentants de l'État colonial, et puis de l'autre côté, les représentants de l'État néocolonisé, de l'État subalterne, Aïdjo Biya. Et du coup, je me pose la question, mais que vaut un rapport qui est écrit et qui est contrôlé par les deux coupables? D'une part, l'État français, qui porte une responsabilité directe dans les crimes contre l'humanité, dans les crimes de guerre coloniaux, perpétrés à travers toute l'Afrique, et en particulier au Cameroun. Et de l'autre côté, le gouvernement camerounais actuel, qui est un héritier du colonialisme français et du néocolonialisme français. Biya n'a pas dit par hasard, je suis le meilleur élève de la France, dans les années 80. Il a vraiment été imposé, comme Aïdjo, son prédécesseur, aux Camerounais par la France. Comment la France et la France, je veux dire au sens politique et idéologique, peuvent trancher des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de la France au Cameroun? Parce qu'en fait, la partie française et la partie camerounaise dans cette affaire appartiennent au même bloc de responsabilité, le bloc colonial et néocolonial. Donc voilà l'objection que m'inspire la scène que j'ai vue. Monsieur Mvondo Ayolo, monsieur Biya, que vous voyez, sont des antinationalistes. Ce sont des gens qui ont grandi et qui ont combattu toute leur vie les Camerounais qui voulaient l'indépendance totale du Cameroun. Ce sont eux qui ont élaboré des mots infamants comme le mot maquisard pour appeler les Camerounais qui résistaient contre le colonialisme français. Ils les ont appelés sauvages, maquisards, rustiques. C'est comme ça que Semengue, ancien capitaine de l'armée française et premier chef d'état-major africain de l'armée camerounaise, c'est comme ça que Semengue appelait ceux qui se battaient pour l'indépendance totale du pays, il les appelle les rustiques, les individus rustiques et sauvages, des maquisards. Donc les gens que vous voyez là, qui sont soi-disant allés donner un rapport dénonçant les atrocités de la France au Cameroun, sont ceux du bord collaborationniste. Ceux-là même qui ont participé à ces atrocités aux côtés de la France. Le régime de Biya là, est un régime néocolonial, néocolonisé. Biya est un agent colonial et néocolonial. Comment il peut écrire un rapport pour se dénoncer lui-même? Qui croit ça? Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas qu'on lise le rapport. Le rapport est secret. Il ne faut pas publier ce rapport. Mvondo Ayolo. Ah oui, patron. Et je ne veux pas que le rapport la sorte. Si ça tombe dans les mains de Niamsi au Cameroun, on est mort. Il va utiliser ça contre nous. Il va dire, ah, il y a eu des massacres en 1964. Biya était où? Ah, mais il était au cabinet du président de la République. Il y a eu des massacres en 1974. Biya était où? Il était secrétaire général de la présidence. Je connais ce Niamsi, il va rétablir toutes nos responsabilités. Donc tu donnes le rapport là à Macron. Je ne veux pas entendre que c'est sorti dehors. Ouais, dis donc, les gens là sont des sorciers. Ouais, comment ils sont sorciers? Un rapport qui est écrit dans la nuit, qui est remis nuitamment et qui se lit dans le noir. En fait, c'est parti du Cameroun, ça a voyagé dans un avion mystérieux, c'est arrivé à Paris, ça a été remis dans les mains du président Macron, et puis personne n'a lu, personne ne publie rien. Et dans tout ça, on parle des Camerounais, 1 million au moins qui ont été assassinés. Eux, on leur dit rien. On va essayer de sélectionner les vérités qu'ils méritent. Ah oui, on peut lire la page 50, on peut publier la page 50, pas la page 52. C'est pas bien du tout la page 52. Pourquoi c'est pas bien la page 52? Mais parce qu'en fait, c'est très simple. Moi, j'ai trouvé un très bon livre que je vais recommander à tous mes amis sur les réseaux sociaux. C'est un livre intitulé Calendrier des crimes de la France outre-mer. Il a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Jacques Morel. Et il a été publié le 14 avril 2005. C'est un livre qui s'appelle Calendrier des crimes de la France outre-mer. L'avantage de ce livre, c'est quoi? C'est qu'il a classé les crimes coloniaux français selon la logique des mois. C'est-à-dire qu'il y a 12 mois dans l'année, janvier, février, mars, avril, jusqu'en décembre. Et comme tous les événements ont toujours lieu un jour d'un des mois, il a mis les crimes coloniaux français qui ont été commis dans tous les mois de janvier pendant la période coloniale, les crimes coloniaux français qui ont été commis dans tous les mois de février pendant la période coloniale, ainsi de suite jusqu'à décembre. Ça donne par exemple, je vous lis seulement les crimes coloniaux qui ont été commis, qui ont été répertoriés sur les mois de janvier, de février et de mars. Sur les 3 premiers mois de l'année. Pendant tout le temps de la colonisation française, on note les dates. Ça donne quoi par exemple? 9 janvier 1899, c'est le sac de Sansane Haoussa au Soudan. Qu'est-ce que c'est que le sac? C'est le saccage. L'armée française saccage Sansane Haoussa au Soudan. Le 9 janvier 1899. On est en janvier là, non? 2025. Le 13 janvier 1963, le néocolonialisme français assassine Sylvanus Olympio, premier président élu du Togo. C'est très intéressant ce bouquin-là. Je vais vous le donner pour que vous ayez les dates de ce qu'ils ont fait. Et que vous enseignez ça à leurs enfants quand ils ont l'arrogance de venir vous enseigner la morale démocratique. Le 13 janvier 1955, Claude Bourdet commet le fameux crime d'Algérie qu'on appelle votre Gestapo d'Algérie. Le 13 janvier 1672, il y a une prime de 13 livres pour chaque tête de nègre importée des colonies. Ça, c'était en 1672, sous la monarchie. On donnait 13 livres à toute personne qui amenait la tête de noir. Le 17 janvier 1961, assassinat de Patrice Lumumba à Elisabethville, au Congo ex-belge. Et toutes les puissances occidentales en étaient complices. Le 22 janvier 1952, Jean de Hautecloque, il dit jusqu'ici, nous avons bandé mou. Maintenant, il nous faut bander dur en Tunisie. Il va commettre des massacres en Tunisie, ce militaire. On continue. 24 janvier 1845, Bugeaud dit ceci: je brûlerai vos villages et vos maisons. Il parle aux Algériens.
Le 28 janvier 1993, assassinat de Philippe Bernard, ambassadeur de France à Kinshasa, au Zaïre. Une affaire terrible. Le 29 janvier 1944, répression de Rabat Salé et de Fès au Maroc. L'armée française commet des massacres à Rabat Salé et à Fès au Maroc. Le 30 janvier 1950, l'armée française commet une fusillade à Demboko, en Côte d'Ivoire. Voilà les dates de janvier qui ont été repérées ici par M. Morel. Je vous donne les dates de février. Ils pensent qu'ils peuvent cacher quoi dans leur rapport. Nous, on a les archives beaucoup plus vastes que leur rapport. Février, qu'est-ce qu'ils ont fait? 1er février 1962. Des personnes sont asphyxiées dans un wagon entre Douala et Yaoundé. 1er février 1743, il y a une loi contre le marronnage dans les colonies. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui interdit aux esclaves noirs de s'enfuir. Elle est du 1er février 1743. Le 2 février 1950, fusillade de Séguéla en Côte d'Ivoire. L'armée française tire sur la foule à Séguéla en Côte d'Ivoire. Le 19 février 1964, répression du putsch militaire par les troupes françaises au Gabon. L'armée française réprime dans le sang le coup d'État qui a failli renverser ses hommes de main, le régime de Léomba. Le 25 février 1791, le mulâtre Auger subit le supplice de la roue pour avoir cru à l'égalité à Haïti. Notez bien la date. Le 25 février 1791, on massacre le mulâtre Auger qui a osé revendiquer l'égalité totale entre les hommes. Le 26 février 1885, conférence de Berlin, l'Europe met l'Afrique en tutelle. Et crée par exemple un État indépendant soi-disant du Congo. Je vous lis un troisième mois pour que vous voyez ce qu'ils ont fait. Je vous lis le mois de mars. 10 mars 1966, Osende Afana, dirigeant de l'UPC, Union des populations du Cameroun, est tué par les forces de répression franco-camerounaises au Cameroun. 14 mars 1957, il y a des asphyxiés dans un chien à vin. 15 mars 1843, de Montaillac dit ceci: anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. De Montaillac est un officier français en Algérie, c'est lui qui dit ça. Le 19 mars 1831, à l'île de la Réunion, on vend des esclaves. L'île de la Réunion est sous la responsabilité de la monarchie française. Le 23 mars 1946, le travail forcé se perpétue 100 ans après l'abolition de l'esclavage en Afrique occidentale française. Ah ouais. 25 mars 1909, à Blois, voici ce qui est dit: ces équalisseurs d'indigènes, incapables en France de saigner le moindre cochon. Fin de citation, on parle là du Vietnam. Le 29 mars 1988, assassinat de Dulcie September, représentant de l'ANC en France. Elle était d'Afrique du Sud. Le 30 mars 1947, le massacre de Moramanga par l'armée française. On parle de près de 2000 morts, et c'est à Madagascar. C'est à Madagascar. Hein? Voilà rien que je voulais juste donner 3 mois. Je vous donnerai le livre, je mettrai le livre à votre disposition pour que vous ayez les dates. Parce que c'est très simple de discuter avec les néocolons, avec l'arrogance d'un certain nombre de gens en Europe qui considèrent que les Africains sont des peuples sans mémoire. Mais nous, on a les archives. On sait ce qui a été fait. On le sait de manière assez précise, ce qui a été fait contre les peuples africains. D'accord? Personne ne peut se tenir devant nous et dire il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à juger, il n'y a rien à condamner. On a la matière. Là, par exemple, cet excellent travail de M. Morel, son nom c'est exactement Jacques Morel, M-O-R-E-L. Vous pouvez le retrouver vous-même facilement sur Google si vous tapez calendrier des crimes de la France outre-mer. Calendrier des crimes de la France outre-mer. Par Jacques Morel, M-O-R-E-L. Et il a été publié le 14 avril 2005. Il prend chaque mois et il rassemble les actes qui ont été posés sur plusieurs siècles. D'accord? Donc voilà, on a des faits là. Et cette fameuse commission qui nous cache tout ne nous cache rien. Elle ne peut rien nous cacher. Il y a eu des travaux suffisamment avancés sur le génocide, sur la guerre coloniale de la France au Cameroun et un peu partout en Afrique. On ne peut plus nous cacher l'étendue et l'immensité des actes barbares qui ont été posés. J'avance vers l'avant-dernier sujet de cette conférence, à savoir l'armée conjointe du Sahel. L'armée conjointe du Sahel. C'est une excellente nouvelle, vraiment qu'il faut saluer par un fond musical. L'armée conjointe du Sahel. Alors, pendant très longtemps, on nous a rebattu les oreilles avec des forces ayant des noms divers et variés, qui étaient supposés mettre fin à l'ampleur du terrorisme en Afrique. On les a appelés MIMA, MINUSMA, Barkhane, G5, Épervier, etc., etc. Mais ce que nous avons observé, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est que malgré la présence de toutes ces forces, le terrorisme s'est métastasé dans toute la sous-région. Pour qu'un coup d'arrêt soit donné à l'expansion du terrorisme, il a fallu l'émergence à la tête du Mali, du Burkina Faso et du Niger de dirigeants qui changent la doctrine de lutte antiterroriste sur un point essentiel. Ce point essentiel est connu, c'est qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en se faisant aider par les puissances qui l'ont installé. C'est une contradiction dans les termes. Qui est responsable de l'invasion terroriste du Sahel? C'est important qu'on le sache. Et il y a quelqu'un qui l'a dit d'une manière très claire, et je voudrais qu'on l'écoute. C'est le président, aujourd'hui défunt, Idriss Déby Itno, le père de l'actuel président tchadien. J'aimerais qu'on lui donne un peu la parole pour qu'il nous dise qui est responsable de la déstabilisation du continent africain. Comme ça, on va savoir face à qui il a fallu se dresser pour réduire l'impact du terrorisme. J'ai retrouvé une déclaration du président Idriss Déby, père. Elle a lieu lors du Forum international de la paix au Sénégal à Dakar, qui s'est tenu les 15 et 16 décembre 2014. Le père Déby était encore vivant, et il est important que vous sachiez ce qu'il a dit. Nous sommes face à nos responsabilités et face à l'histoire. En 2011, l'Afrique s'est battue, l'Union africaine s'est battue. Il y avait beaucoup de foyers de tension avant. Mais beaucoup de ces foyers de tension ont trouvé des solutions à l'africaine par les Africains. Après 2011, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme désordre en Afrique a pris naissance après 2011. Nous avons tous assisté, en tant qu'Africains, vous le dites, à une violation flagrante, en fait, disons, l'un des, je dirais, aspects les plus importants, contenu dans le principe de l'OIA, et qui a été reconduit aussi dans le principe de l'Union africaine. L'intangibilité des territoires hérités de la colonisation, c'est un principe sacré. On ne nous a pas demandé, nos amis européens, occidentaux,
quand ils ont attaqué la Libye. Non plus, ils ne nous ont pas demandé, aujourd'hui les gens meurent. Quand ils ont divisé le Soudan en deux. Regardons aujourd'hui les foyers de tension en Afrique. En Somalie, le meilleur qu'on a fait une intervention et on s'est retiré rapidement. Le désordre s'est installé. La division du Soudan a amené aujourd'hui à une guerre civile et des millions de morts, plus que les morts pendant les 50 années de guerre entre les Soudanais entre eux, Oui. en 2 ans. Voilà. La destruction de la Libye. Mon frère disait que c'était le travail inachevé. Non, le travail a été achevé. Écoutez bien. L'objectif recherché étant l'assassinat de Gaddafi, mais pas autre chose. Pas autre chose. Donc, disons-nous que le travail a été achevé. Mais ce qui n'a pas eu, c'est le service après-vente. C'est le service après-vente qui n'a pas eu. Donc, on aurait dû accompagner les Libyens pour la naissance, comme disait en son temps, la nouvelle Libye démocratique, la nouvelle Libye en paix, en stabilité. Quel mensonge. Gaddafi est mort, c'est terminé, bagage plié, on est parti. Et voilà, aujourd'hui, la Libye est devenue le terreau du terrorisme et de tous les brigands, de tous les malfaiteurs. Les Libyens sont des Hébreux, ils ne savent pas à quel sein c'est voué. Les Libyens, des souches, pas les étrangers qui viennent détruire le pays. Le Mali, c'est une conséquence directe de la destruction et du désordre de la Libye. Voilà. Le Boko Haram n'avait pas de force, du matériel. Le Boko Haram, c'est aussi une conséquence directe de la destruction de la Libye. Voilà. Au Cameroun, la guerre Boko Haram au Cameroun, c'est aussi les conséquences directes de la destruction de la Libye. Voilà. Les armes qui circulent dans l'Afrique aussi du Sahara, jusqu'au rivage, je dirais de l'équateur, ces armes vont aller encore plus loin. Vous savez très bien, et tout le monde sait, que la Libye fait partie des pays les plus armés en Afrique et je dirais même au monde, au temps de Gaddafi. Toutes ces armes aujourd'hui se trouvent dans la nature. Mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, je ne dirais pas Ibeka encore, me disait tantôt que la solution est entre les mains des Africains. Monsieur le Président, mon frère, la solution n'est pas entre nos mains. La solution, c'est entre les mains de l'OTAN, qui a créé le désordre, n'a qu'à aller ramener le désordre. C'est ça. Oui, mais il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. Oui, c'est ce que je dis. C'est l'Afrique qui est en danger. Très bien. C'est l'Afrique qui est en danger. Les Nations Unies qui ont donné le quitus sont responsables aussi. Amin. Donc, aucune armée africaine ne peut aller détruire en Libye le terrorisme. Je ne dis pas le peuple libyen. Les populations libyennes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur idéologie, peuvent dialoguer et trouver une solution. Mais là où le bas blesse, comment peut-on négocier ou dialoguer avec les intégristes, avec les fondamentalistes? C'est impossible, il n'y a pas de dialogue. Et ce sont ceux-là aujourd'hui. C'est là qui font le jeu en Libye. Donc il n'y a que l'OTAN qui a les moyens nécessaires, comme ils l'ont fait, pour faire partir Gaddafi, pour assassiner Gaddafi, aller assassiner aussi les terroristes là-bas. La base, c'est là-bas. On tue un serpent par la tête, mais pas par la queue. Eh oui. Donc, si on veut résoudre le problème du Sahel, si on veut résoudre les problèmes en Afrique, ailleurs aussi du Sahara, il faut s'occuper de la Libye. Il faut tuer, n'est-ce pas, comment on appelle, le terroriste qui sont là-bas. Nous pourrons les accompagner, nous on va aller. Il n'y a pas de solution. Ça, c'est un problème, je crois, auquel vous ne pouvez pas chercher de midi à 14 heures de solution. Là, voilà. Mes chers amis, je tenais à vous faire écouter cet extrait d'une très grande lucidité du président Idriss Déby Itno Père, décédé, comme on le sait, en avril 2021. Quels sont les enseignements de cet extrait? Le chef de l'État tchadien d'alors, au forum de Dakar, des 15-16 décembre 2014, indique qui est responsable de la déstabilisation de l'Afrique. Et il a cité deux organisations qui sont responsables. La première, c'est l'OTAN, et la deuxième, c'est l'ONU. Ça, c'est la première information que le président tchadien donne en Mondovision. De deux. Il dit le motif qui avait été avancé par l'OTAN et l'ONU pour saccager la Libye. Le motif, c'était la démocratie. Et il fait constater que cet objectif qui avait été affiché n'a jamais été réalisé. Ça, c'est la deuxième information clé. Troisième information clé que donne le président en exercice à l'époque du Tchad. L'OTAN et l'ONU ont agi d'une manière qui a favorisé les groupes terroristes de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Il cite notamment Boko Haram qui a un démembrement d'Al-Qaïda et même parfois de l'État islamique. Ce sont l'OTAN et l'ONU, en saccageant la Libye, en assassinant Kadhafi, qui ont permis que Al-Qaïda et l'État islamique se servent en armes, attaquent le Sahel et foncent maintenant vers l'Équateur, c'est-à-dire le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, bientôt le Gabon, l'Angola, le Mozambique, la République démocratique du Congo et comme ça. Troisième information. Mais dans cette analyse du président Idriss Déby Itno Père, on voit bien qu'il y a quelque chose qui manquait encore. Puisqu'il pensait que l'OTAN pouvait réparer le dégât qu'elle avait causé, que l'OTAN pouvait mettre fin aux dégâts qu'elle avait causés, parce qu'il reproche à l'OTAN de n'avoir pas mis en place un service après-vente. Après la violation flagrante du droit international, l'OTAN aurait dû venir désarmer ces terroristes et les vaincre. C'est là que le raisonnement du président Idriss Déby Itno pêche. Mais il était déjà d'une très grande lucidité en 2014 par rapport à beaucoup d'entre vous sur cette affaire. Son raisonnement pêche parce que ce qu'il ne semble pas avoir compris dans les propos qu'il tient, c'est que l'OTAN a tué Kadhafi pour que justement Al-Qaïda soit armé. Et l'OTAN a armé Al-Qaïda justement pour que le Sahel soit déstabilisé, que le golfe de Guinée soit déstabilisé, que toute l'Afrique soit déstabilisée. L'État islamique et Al-Qaïda n'ont pas été armés par accident. C'est pas arrivé involontairement. Il ne s'agit pas en quelque sorte d'une conséquence non désirée. Non, c'était ce qui était voulu. Or, le père Idriss Déby Itno se comporte comme si l'OTAN s'était retrouvé devant une conséquence qui n'avait pas été désirée parce que tout d'un coup les choses ont dérapé sur les terroristes qui ont contrôlé la situation. En fait, en 2014, le président Idriss Déby Itno ne possède pas nécessairement l'information suffisante sur les conditions de naissance des deux principales organisations terroristes. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les renseignements généraux américains pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Et quant à l'État islamique, l'actuel président américain, Donald Trump, a été très clair pour nous dire qui a créé l'État islamique. Donnons-lui la parole. Donnons la parole à Donald Trump pour qu'il nous dise qui a créé l'État islamique. Trump. Qui a créé
appelé l'État islamique. Tradition avant l'élection présidentielle américaine, juste avant le scrutin, les candidats à la Maison-Blanche se retrouvent à New York pour un dîner de gala qui leur donne l'occasion de rire des autres et d'eux-mêmes. Ce dîner organisé par le diocèse de New York a eu lieu il y a quelques heures maintenant. Le candidat républicain a essayé de faire de l'humour, mais écoutez, ça n'a visiblement pas trop marché auprès de l'Assemblée. Hillary pense qu'il est vital de tromper le peuple en adoptant une politique en public, tout en mettant en œuvre toute autre politique en privé. Tout va bien, Hillary. Je ne sais pas contre qui ils sont en colère, vous ou moi. Par exemple, elle est là ce soir, en public, faisant semblant de ne pas détester les catholiques. Voilà, l'Assemblée Non, catholique de ce dîner de c'est gala pas- visiblement c'est pas circonspecte. celle-là. Qu'en est-il? Excusez-moi. État islamique. État islamique. Voilà, hop. Je vais vous trouver celle que je cherchais et qui n'est pas passée. Voilà, hop, c'est celle-ci. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions internationales. Bon, je m'arrête juste là. Donc, en fait, aux États-Unis, celui qui est actuellement le président avait publiquement accusé, il y a plusieurs années, Hillary Clinton et Obama, d'être derrière la création de l'État islamique. Alors, donc, en 2014, quand le président Idriss Déby Itno parle, il n'a pas une parfaite connaissance du fait que ces organisations terroristes qui affichent des motifs religieux sont en fait des sociétés de mercenaires qui travaillent pour les intérêts des puissances impérialistes. Et que quand on a détruit la Libye et qu'on a assassiné Kadhafi, c'était pour que l'État islamique et Al-Qaïda récupèrent les armes. Et pour qu'avec ces armes, ils attaquent le Sahel, ils attaquent l'Afrique, afin que la recolonisation militaire, économique, la recolonisation impérialiste et néocolonialiste de l'Afrique ait lieu. C'est le seul point dans l'intervention d'Idriss Déby Itno qui, en effet, n'est pas à la hauteur de l'information scientifique que nous avons aujourd'hui. Mais pour le reste, on comprend aujourd'hui pourquoi il a été éliminé, rétrospectivement. Ce type avait dit trop de vérité. Il y avait trop de vérité dans son corps. En tant que chef d'État, il était considéré par ses parents qui l'ont imposé à la tête du Tchad comme étant devenu dangereux. Et parce qu'il disait, désormais, son exaspération devant l'instrumentalisation des Africains contre les intérêts de l'Afrique. Donc, avec cette intervention du président Idriss Déby Itno, on sait qu'il déstabilise l'Afrique. Ce sont les terroristes qui sont armés par les puissances impérialistes otaniennes qui déstabilisent l'Afrique. Mais à partir du moment où vous avez cette connaissance, et que vous vous appelez Assimi Goïta, aujourd'hui général d'armée, président de la transition du Mali, vous vous appelez Ibrahim Traoré, capitaine d'armée, président du Faso, vous vous appelez Abdourahmane Tiani, général de brigade d'armée, et président du Niger, vous ne pouvez pas dire que vous allez combattre les terroristes dans votre pays en vous appuyant sur les puissances qui les ont parrainés. Ça n'a aucun sens. Et si le terrorisme était en train de se répandre inexorablement en Afrique, parce que la plupart des pays africains combattaient le terrorisme sous la tutelle des puissances impérialistes qui ont installé le terrorisme. Il a donc fallu couper Ignam, pour utiliser une expression ivoirienne. Il a fallu combattre le terrorisme sans s'associer aux puissances qui l'ont facilité, qui l'ont installé, qui l'ont armé, qui l'ont soutenu et qui l'ont financé. C'est dans ce contexte qu'est née l'Alliance des États du Sahel. Et la force conjointe de 5000 hommes, qui a été annoncée par le général de corps d'armée, Salif Oumoudi, ministre d'État, ministre de la Défense de la République du Niger, ces 5000 hommes sont la matérialisation de la volonté de lever une puissance militaire africaine au service de la sécurité de la totalité du peuple africain. Voilà la première signification. Ces 5000 hommes sont la première puissance militaire africaine unifiée et opérationnelle que nous connaîtrons dans ce 21e siècle. Jamais on a eu une puissance militaire aussi unifiée et opérationnelle que celle que nous allons avoir. Même les Comores qui avaient été tentés en Afrique de l'Ouest n'a pas le pouvoir d'action, le pouvoir d'intervention, l'amplitude et la flexibilité que va avoir cette force. Il faut la voir comme une réponse vigoureuse au plan de déstabilisation de l'Afrique par l'OTAN et ses suppôts, les organisations terroristes. C'est vraiment la réponse. C'est-à-dire que les trois armées qui composent la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sont en train de créer une armée qui sera une véritable forteresse, qui sera une véritable muraille aux portes de l'Afrique noire. C'est un enjeu extraordinaire. Pourquoi les autres formations militaires esquissées par les Africains n'ont-elles pas marché? Mais parce que les organisations qui ont créé ces formations militaires étaient sous le contrôle des puissances néocoloniales et impérialistes. Si la fameuse force en attente, la moribonde CEDEAO, n'a jamais fonctionné, c'est parce que la CEDEAO n'est pas maîtresse d'elle-même. Et qu'en fait, les tuteurs néocolons et impérialistes de la CEDEAO n'ont jamais voulu qu'elle soit une puissance. La seule fois qu'on a voulu que la CEDEAO ait une force, c'est pour agresser le Niger, pour agresser le Burkina Faso et agresser le Mali, parce que le Niger, le Burkina Faso et le Mali avaient récusé le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Mais toutes les autres fois, quand la CEDEAO a voulu vraiment se doter d'une force autonome, elle a été sabotée par les maîtres de la CEDEAO, les tuteurs néocolonialistes et impérialistes de la CEDEAO. Vous comprenez? Donc en fait, une organisation néocolonisée est condamnée à ne pas développer de la puissance, parce que le néocolonialisme, c'est précisément l'effort de maintenir des peuples opprimés dans l'impuissance. L'armée conjointe, donc, de la Confédération d'Alliance des États du Sahel est une école pour tout le continent. Elle indique à l'Afrique centrale le chemin à suivre. Elle indique à l'Afrique australe le chemin à suivre. Lever une armée authentiquement panafricaine, c'est-à-dire une armée au service des peuples africains, et combattre pour la paix, la sécurité et la prospérité des populations. Nul doute qu'avec ce corps militaire intégré, constituant l'embryon de la grande armée de la future fédération du Sahel, la célérité de frappe contre les terroristes va être décuplée. Et j'invite les uns et les autres à écouter la conférence hautement pédagogique que le général de corps d'armée Salif Oumoudi nous a tous délivrée sur la RTN il y a maintenant 48 heures. C'est 40 minutes lumineuses. Et le général Salif Oumoudi est un excellent pédagogue. Il explique la chose militaire d'une manière tellement claire qu'on voit ce dont il parle. Il explique comme un bon maître. Il explique en montrant, pas seulement en démontrant. Il montre. Il fait voir ce dont il parle. J'en viens maintenant. Je crois que j'ai abordé. Il me reste le tout dernier sujet que je voulais aborder dans cette conférence, c'est une déclaration de la Fédération de Russie qui, sur certains points, eh bien, devrait sérieusement nous intéresser. Il y a une déclaration de la Fédération de Russie, je conclue là-dessus, qui devrait nous intéresser au plus haut point. Je l'ai publiée sur ma page Facebook, je la retrouve sans plus tarder. La Fédération de Russie a dit ceci, dans un communiqué publié par le site de communication de son ambassade, eh bien, et j'ai reproduit ce communiqué en soulignant l'importance d'un paragraphe clé de ce communiqué. Qu'a dit la Fédération de Russie? J'ai diffusé ça, et je vais le retrouver. Hop, excusez-moi, je remonte le fil d'information. Voilà. C'est le représentant, alors, c'est l'ambassade de la Fédération de Russie en République centrafricaine qui a publié le communiqué suivant. Extrait de la déclaration du représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzi, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. C'était le 21 janvier 2025. Il dit ceci. Voici ce qu'a dit le représentant russe aux Nations Unies.
Les anciennes métropoles, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, continuent d'imposer leur présence militaire dans la région, ce que les pays africains refusent depuis longtemps, notamment parce que l'inefficacité de ces opérations dites de lutte contre le terrorisme menées par les pays occidentaux est évidente. À cet égard, nous saluons la voie adoptée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui consiste à s'appuyer sur leurs propres forces et sur une coordination mutuelle, y compris dans la lutte antiterroriste contre l'État islamique au Grand Sahara et le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans, dont l'activité dans la zone du Liptako Gourma et à la frontière des États du Golfe de Guinée est particulièrement préoccupante. Un événement marquant dans la lutte contre le terrorisme au Sahel a été la création de l'AES par le Mali, le Niger et le Burkina Faso en septembre 2023. L'un de ses principaux objectifs est de forger une nouvelle architecture de sécurité et d'assistance mutuelle en Afrique de l'Ouest. La tâche principale de l'AES est de combattre conjointement le crime organisé et les organisations terroristes opérant dans la région sahélo-saharienne et de prévenir et de contrer les menaces militaires et autres à l'intégrité territoriale et à la sécurité des trois États. Nous nous félicitons de la décision d'établir une force conjointe au sein de l'Alliance pour coordonner les efforts de lutte contre les groupes terroristes. D'ores et déjà, les soldats de l'AES mènent avec succès des raids. Ils mènent avec succès des raids conjoints contre les bastions des militants. Outre les mesures collectives, les pays de l'Alliance prennent également des mesures individuelles pour améliorer les capacités de combat de leurs propres armées. Aujourd'hui, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont à la pointe de la lutte contre les groupes terroristes sur le continent. Ils méritent le soutien total de la communauté internationale et des organisations régionales. Néanmoins, certains pays cherchent à saper les progrès accomplis en menant sans scrupule des campagnes de désinformation des autorités locales à travers des médias contrôlés. D'autres mènent parfois des actions ciblées pour saper la paix et la sécurité. Le régime de Kiev se distingue parmi eux. Ainsi, le représentant officiel de la direction générale du renseignement ukrainienne, Andriy Gluzov, et l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, Yuri Pivovarov, ont confirmé que le régime de Kiev a contribué à l'attaque des forces armées maliennes à la frontière avec l'Algérie près de Tinzaouaten en juillet 2024. Nous soulignons que cette attaque a été menée par un groupe lié à Al-Qaïda. La réaction des États du Sahel ne s'est pas fait attendre. Ils ont fermement condamné le soutien de l'Ukraine au terrorisme international sur le continent et ont rompu leurs relations diplomatiques avec ce pays. Selon le journal français Le Monde, les militants opérant au Mali ont été formés au maniement des drones et des explosifs sous la direction des services spéciaux ukrainiens, tant en Ukraine qu'au Mali, dans les zones contrôlées par les terroristes. Il s'agit là d'une nouvelle histoire illustrant la nature terroriste du régime de Kiev, soutenu par l'Occident, qui n'hésite pas à recourir à des méthodes ouvertement terroristes à la demande, sous la supervision et en étroite coopération avec ses manipulateurs des pays de l'OTAN. Il est grand temps, et ça c'est le dernier paragraphe qui m'intéresse au plus haut point, il est grand temps que le rôle des services spéciaux ukrainiens et occidentaux dans l'organisation et la facilitation d'attaques terroristes fasse l'objet d'une enquête et d'une évaluation approfondie. Je cite à nouveau ce paragraphe. Il est grand temps que le rôle des services spéciaux ukrainiens et occidentaux dans l'organisation et la facilitation d'attaques terroristes fasse l'objet d'une enquête et d'une évaluation approfondie. Une troisième fois, il est grand temps maintenant que le rôle des services spéciaux ukrainiens et occidentaux dans l'organisation et la facilitation d'attaques terroristes fasse l'objet d'une enquête et d'une évaluation approfondie. Ce dernier paragraphe du communiqué du représentant de la Russie aux Nations Unies ne vous sonne-t-il pas de la même idée que celle qui m'a inspiré il y a une semaine de proposer une pétition internationale pour demander une enquête sur les accusations du Mali, du Burkina, du Niger contre la France pour soutien allégué au terrorisme? Ça ne vous rappelle pas ça? Moi, je voudrais souligner ici que sans avoir eu connaissance du discours, bien sûr, du représentant russe aux Nations Unies, l'idée par laquelle il finit son communiqué est celle par laquelle j'ai commencé la semaine passée. J'ai lancé une pétition. Je vous ai dit que c'était très important que nous signions massivement cette pétition. Parce qu'il nous faut obtenir l'ouverture d'une enquête mondiale, publique, internationale, de plusieurs enquêtes judiciaires sur les accusations de participation au terrorisme contre les puissances occidentales, les puissances de l'OTAN. Et c'est ce que dit ici le représentant de la Fédération de Russie. Vous avez là la preuve que la proposition que je vous ai faite de signer massivement cette pétition est une proposition absolument légitime et éclairée. Nous devons placer le débat sur le financement, le soutien, l'aide au terrorisme par les puissances occidentales. Nous devons le placer au centre des discussions, partout où nous sommes dans le monde. Et on ne peut le faire que par le système des pétitions et des mobilisations vers les parlements de nos pays de résidence. C'est ce par quoi je voulais finir la présente conversation. J'ai, je pense, amplement atteint mon objectif. Je suis pratiquement à 2 heures de communication, ce qui était mon objectif maximal dans la présente soirée. Nous sommes déjà entrés dans la journée du 24 janvier 2025, ici en France. Merci. Merci infiniment. Soyez bénis. Soyez bénis. On n'a pas l'habitude d'être porté, il va finir par prendre la forme qu'il faut. J'ai l'habitude à bien se pencher comme il faut. Mon beau chapeau. Soyez salués. Loi les gars, soyez bénis. Acidic, thank you, good night. Clarisse Moruba, merci beaucoup. Bonne nuit, bonne soirée à toutes et à tous.